Ses yeux ambrés fixèrent Jeanne avec une intensité sauvage qui glaça son sang. La lynx enceinte recroquevillée dans l'angle des toilettes de l'hôpital, ne montrant ni peur ni agressivité, mais une vulnérabilité déchirante. Dans ce face-à-face improbable entre une sage-femme épuisée et une créature sauvage sur le point de mettre bas, Jeanne comprit instantanément que sa vie professionnelle et personnelle venait de basculer irrémédiablement. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Dans les couloirs aseptisés de l'hôpital Sainte-Marie, à la périphérie de Montréal, le temps semblait suspendu en cette froide matinée de février. Les néons vacillants projetaient une lumière blafarde sur les murs immaculés, tandis que le personnel médical s'affairait, invisible rouage d'une mécanique bien huilée. L'aile est, récemment rénovée, mais déjà marquée par l'usure quotidienne, abritait le service de maternité où le miracle de la vie se répétait jour après jour dans un ballet de cris, de larmes et de premiers souffles. Jeanne Moreau, sage-femme depuis plus de 20 ans, traversait le corridor d'un pas fatigué. Sa garde de nuit touchait à sa fin après 3 accouchements successifs qui avaient mis ses nerfs à rude épreuve. Ses cheveux auburn, ordinairement coiffés avec soin, s'échappèrent de son chignon, témoin silencieux de ses 12 heures de combat contre la fatigue. À 47 ans, Jeanne contemplait avec une certaine mélancolie les dernières années de sa carrière, se demandant parfois si la passion qui l'avait autrefois animée n'avait pas cédé la place à une routine confortable, mais dénuée d'étincelles. « Encore 1 heure », murmura-t-elle en consultant sa montre, « et je pourrais enfin rentrer retrouver Edgar. » Edgar, son imposant Maine Coon de 8 ans, représentait sa seule famille depuis son divorce. Cette pensée lui arracha un sourire tandis qu'elle poussait la porte des toilettes du personnel, cherchant un instant de solitude avant de terminer ses dossiers administratifs. La première chose qui la frappa fut le silence inhabituel. D'ordinaire, la ventilation ronronnait doucement, mais ce matin-là, seul un souffle ténu troublait l'atmosphère. Ce fut ensuite l'odeur, un parfum musqué, sauvage, qui n'avait rien à voir avec les effluves de désinfectants qui régnaient habituellement dans ces lieux. Jeanne marqua un temps d'arrêt, ses sens en alerte. Un mouvement infime attira son regard vers le coin le plus éloigné de la pièce, là où les carreaux blancs formaient un angle parfait. Ce qu'elle vit lui coupa littéralement le souffle. Recroquevillé contre le mur, un magnifique lynx roux la fixait de ses yeux ambrés, mélange saisissant de peur et de férocité. Son pelage tacheté aux reflets cuivrés contrastait violemment avec la blancheur clinique des lieux. L'animal, visiblement une femelle, avait replié ses pattes sous son corps dans une posture défensive, ses oreilles à pompons noirs plaquées en arrière. « Mon Dieu !» souffla Jeanne, paralysée sur le seuil. Pendant quelques secondes qui lui parurent une éternité, la sage-femme et le félin sauvage s'observèrent mutuellement, figés dans une confrontation silencieuse. L'esprit professionnel de Jeanne reprit rapidement le dessus, évaluant la situation avec le même calme qu'elle affichait face aux urgences obstétriques. Le lynx ne semblait pas agressif, du moins pas encore. Mais surtout, Jeanne remarqua l'arrondi caractéristique de son ventre, légèrement visible malgré sa position repliée. Cette observation la frappa de plein fouet. Ce n'était pas n'importe quel lynx qui avait trouvé refuge dans les toilettes de l'hôpital Sainte-Marie, mais une femelle enceinte. Avec une infinie précaution, Jeanne recula lentement vers la porte, ses yeux ne quittant jamais ceux de l'animal. Une fois dans le couloir, elle referma doucement la porte avant de s'y adosser, le cœur battant à tout rompre. « Mélanie !» appela-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de maintenir calme. « Mélanie, viens voir, s'il te plaît. » Sa collègue, une jeune infirmière au visage constellé de taches de rousseur, apparut à l'angle du couloir, un dossier à la main. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » plaisanta-t-elle avant de noter l'expression bouleversée de Jeanne. « Il y a un lynx dans les toilettes.
articula Jeanne, consciente de l'absurdité de ses propos. Mélanie éclata d'un rire cristallin. « Bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre. Tu devrais vraiment prendre quelques jours de congé, ma vieille. »« Je ne plaisante pas, » insista Jeanne. « Un lynx roux, une femelle, et elle est enceinte. » Le sourire de Mélanie s'effaça progressivement devant le sérieux de sa collègue. « Tu es sérieuse? Comment un lynx aurait-il pu entrer dans l'hôpital? » « Je n'en ai aucune idée, mais il est là, et nous devons faire quelque chose. Appelle la sécurité et contacte le service de contrôle animalier. » Tandis que Mélanie s'éloignait en hâte vers le poste des infirmières, Jeanne demeura devant la porte, gardienne improvisée d'un secret improbable. Son esprit fonctionnait à toute vitesse. Comment un prédateur sauvage avait-il pu s'introduire dans un hôpital en pleine ville sans être repéré? Et surtout, pourquoi? Les lynx étaient connus pour leur discrétion et leur méfiance envers les humains. Quelque chose ne collait pas. 15 minutes plus tard, le couloir s'était transformé en centre de commandement improvisé. Le chef de la sécurité, un ancien policier nommé Richard Lapointe, organisait le périmètre de sécurité, tandis que le directeur de l'hôpital, le docteur Lambert, tentait de gérer la crise naissante tout en évitant la panique générale. « Nous avons contacté le service de la faune », expliqua-t-il à Jeanne. « Une équipe spécialisée est en route, mais cela peut prendre encore une bonne heure. En attendant, nous allons évacuer cette aile par mesure de précaution. » Jeanne acquiesça, mais une pensée la tourmentait. « Docteur, cet animal est en gestation avancée. Je suis sage-femme, je reconnais les signes. Si elle est venue ici, c'est peut-être parce qu'elle est en détresse. » Le docteur Lambert ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Madame Moreau, je comprends votre préoccupation, mais nous parlons d'un prédateur sauvage. Notre priorité est la sécurité des patients et du personnel. »« Je comprends parfaitement, » répondit Jeanne, « mais nous ne pouvons pas ignorer sa condition. Si elle met bas ici, la situation pourrait devenir encore plus compliquée. » C'est à ce moment que Marc Tessier fit son apparition. Vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, il collaborait occasionnellement avec l'hôpital pour des programmes de recherche comparés. Son arrivée impromptue semblait presque providentielle. « J'étais au laboratoire quand j'ai entendu la nouvelle », expliqua-t-il, son regard intense passant de Jeanne au docteur Lambert. « Je peux peut-être aider en attendant l'équipe de la faune. » Âgé d'une 50aine d'années, Marc inspirait naturellement confiance avec sa stature imposante et sa barbe grisonnante soigneusement taillée. Sa présence sembla apaiser instantanément la tension qui régnait dans le couloir. « Pouvez-vous me décrire précisément ce que vous avez vu ?» demanda-t-il à Jeanne, qui lui relata sa rencontre avec le félin. « Une femelle gestante », murmura Marc, pensif. « C'est inhabituel, très inhabituel. Les lynx cherchent généralement des endroits isolés pour mettre bas, pas des zones urbaines et certainement pas l'intérieur d'un bâtiment. » Il s'approcha de la porte des toilettes et l'entr'ouvrit avec d'infinies précautions, juste assez pour glisser un regard à l'intérieur. Ce qu'il vit lui fit refermer doucement la porte, son visage trahissant une émotion que Jeanne ne parvint pas à identifier. « Elle est en travail », annonça-t-il d'une voix étrangement calme. « Le processus a commencé. C'est pour ça qu'elle a cherché un abri. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Le docteur Lambert fut le premier à réagir. « Vous voulez dire qu'elle va mettre bas ici, dans nos toilettes ?»« C'est déjà en cours, » confirma Marc. « Et il y a autre chose. » Il hésita, cherchant ses mots. Cette lynx porte un collier émetteur partiellement dissimulé sous son pelage. Ce n'est pas un animal totalement sauvage, mais probablement un spécimen suivi dans le cadre d'un programme de conservation. Cette révélation ajouta une nouvelle dimension au mystère. Si le lynx était suivi, quelqu'un devait être à sa recherche. Mais comment avait-elle pu parcourir la distance séparant son habitat naturel de l'hôpital ? « Je vais contacter mes collègues du centre de recherche sur la faune », poursuivit Marc. « Ils pourront identifier l'animal grâce au numéro de son émetteur. En attendant, nous devons prendre une décision. »
Il fixa tour à tour Jeanne et le docteur Lambert. Nous pouvons attendre l'équipe spécialisée, mais vu l'état de l'animal, il risque d'arriver trop tard. Ou bien quoi? Demanda le docteur Lambert, visiblement tendu. Ou bien nous pouvons l'aider nous-mêmes, répondit Marc. Je suis vétérinaire et Madame Moreau est sage-femme. Entre nous deux, nous avons l'expertise nécessaire pour assister cette naissance, si besoin est. Jeanne sentit un frisson parcourir son échine. L'idée était à la fois terrifiante et étrangement séduisante. Après des années à aider des femmes à mettre leurs enfants au monde, l'idée d'assister un animal sauvage dans ce même processus réveillait en elle une curiosité professionnelle qu'elle croyait éteinte. Le docteur Lambert secoua vigoureusement la tête. « C'est de la folie. Nous ne pouvons pas risquer la sécurité de notre personnel pour un animal sauvage. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, intervint Jeanne, surprise par sa propre audace. Cet hôpital a pour mission de préserver la vie. Cette lynx est venue jusqu'à nous, dans nos murs. Ne voyez-vous pas le symbole? Un silence pesant s'installa dans le couloir. Au loin, on entendait les bruits étouffés de l'hôpital qui continuait de fonctionner, ignorant le drame qui se jouait dans cette aile isolée. Finalement, Marc rompit le silence. Le temps presse. Si nous n'intervenons pas rapidement, nous risquons de perdre la mère et ses petits. Il plongea son regard dans celui du directeur. La décision vous appartient, docteur. Le docteur Lambert se passa une main sur le visage, visiblement tiraillé entre son devoir envers l'institution qu'il dirigeait et l'appel à l'aide silencieux de cette créature sauvage. Il consulta sa montre et soupira profondément. « Vous avez 15 minutes », décréta-t-il finalement. « Si à ce moment-là, vous jugez que la situation devient trop dangereuse, vous évacuez immédiatement. Je ne peux pas risquer la vie de mon personnel pour un animal, aussi rare et précieux soit-il. » Marc hocha la tête. « C'est raisonnable. Nous aurons besoin de quelques fournitures, des gants, des compresses stériles, une couverture thermique. »« Je m'en occupe », intervint Mélanie qui était restée silencieuse jusqu'alors, son expression passant de l'incrédulité à une détermination professionnelle. Tandis qu'elle s'éloignait rapidement vers la réserve de matériel, Marc se tourna vers Jeanne. « Êtes-vous vraiment prête à faire ça? Ce n'est pas exactement couvert par votre formation de sage-femme. » Jeanne sourit légèrement. « Vous seriez surpris de constater les similitudes entre les mammifères quand il s'agit de donner la vie. J'ai assisté à plus de 1000 naissances, et si je peux utiliser cette expérience pour aider cette lynx, alors je le ferai. » Le vétérinaire sembla impressionné par sa résolution. « Très bien, voici comment nous allons procéder. J'entrerai en premier, lentement, en évitant tout mouvement brusque. Les lynx sont territoriaux et celui-ci est particulièrement vulnérable. Vous me suivrez à distance en restant près de la porte si besoin d'une sortie rapide. » Jeanne acquiesça, sentant monter en elle un mélange d'appréhension et d'excitation. Mélanie revint rapidement avec un chariot contenant le matériel demandé. « Le service vétérinaire du zoo m'a rappelé », annonça Marc en rangeant son téléphone. D'après le numéro d'identification que j'ai pu apercevoir sur le collier, il s'agirait de Lionne, une femelle de 4 ans suivie dans le cadre d'un programme de réintroduction. Elle a disparu il y a 3 jours de la réserve de Laurentide. Ils sont stupéfaits qu'elle ait pu parcourir une telle distance et s'introduire dans un environnement urbain. « Lionne » répéta doucement Jeanne comme pour apprivoiser ce nom. « Comment a-t-elle pu entrer dans l'hôpital » Richard Lapointe, le chef de la sécurité, intervint alors. « Nous avons des travaux sur la façade est. Les ouvriers ont laissé une porte de service ouverte pour le matériel. Elle a pu se faufiler par là pendant la nuit. Les caméras montrent quelque chose qui se déplace furtivement vers 3 heures du matin, mais c'était trop sombre pour identifier clairement. » Marc enfila des gants de protection. « Prête ?» demanda-t-il à Jeanne qui hocha la tête en l'imitant. Avec d'infinies précautions, ils pénétrèrent dans les toilettes, Marc légèrement en avant. Lionne n'avait pas bougé de sa position,
mais ses yeux suivaient chacun de leurs mouvements avec une vigilance tendue. La respiration de l'animal s'était accélérée, son flanc se soulevant de façon irrégulière. Elle a peur, mais elle est trop engagée dans le processus pour fuir, murmura Marc. C'est bon signe. Elle ne se sent pas assez menacée pour attaquer. Jeanne observait la scène avec un regard clinique, notant la façon dont le lynx se positionnait, les contractions visibles qui parcouraient son corps. Elle est en phase active, constata-t-elle. Je dirais qu'elle n'est plus très loin d'expulser le premier chaton. Marc acquiesça, impressionné par sa capacité d'analyse. Ils s'approchèrent encore, millimètre par millimètre, s'accroupissant à environ 2 mètres de l'animal. Lyon émit un grondement sourd, mais il semblait davantage lié à la douleur d'une contraction qu'à une menace directe. « Nous devons lui faire comprendre que nous ne sommes pas une menace », chuchota Marc. « Parlez-lui doucement. Les félins sont sensibles aux intonations. » Jeanne prit une profonde inspiration et commença à murmurer des paroles apaisantes, utilisant le même ton qu'elle employait avec les femmes angoissées en salle d'accouchement. « Tout va bien, Lyon. Nous sommes là pour t'aider. Tu es en sécurité ici. » À sa grande surprise, le lynx sembla réagir à sa voix, ses oreilles se redressant légèrement. Une nouvelle contraction parcourut le corps de l'animal, plus violente cette fois. Lyon se redressa légèrement, les pattes arrière écartées, dans une position typique de mise bas. « Ça commence », annonça Marc, sa voix trahissant une tension palpable malgré son calme apparent. Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment. Jeanne et Marc restèrent immobiles, observant le travail de la nature avec un respect mêlé d'admiration. Lyon gémissait parfois, mais semblait étonnamment calme compte tenu des circonstances. Peut-être, songea Jeanne, avait-elle compris qu'ils étaient là pour l'aider ou peut-être était-elle simplement trop épuisée pour s'inquiéter de leur présence. Soudain, le corps du lynx se tendit dans un effort évident. Un petit sac membraneux apparut, contenant une forme minuscule. « Le premier arrive », chuchota Marc. « Elle semble s'en sortir seule pour l'instant. » En effet, avec une efficacité instinctive, Lyon se redressa davantage, utilisant ses pattes et sa langue pour déchirer la membrane amniotique et libérer son premier chaton. La minuscule créature, à peine plus grande qu'une souris, apparut enfin, son pelage humide collé à son corps frêle. Jeanne sentit sa gorge se nouer d'émotion devant ce spectacle. Après toutes ces années à assister des naissances humaines, elle était toujours aussi bouleversée par le miracle de la vie. Lyon commença immédiatement à lécher vigoureusement son petit, stimulant sa respiration et sa circulation. Le chaton émit un petit cri aigu qui résonna étrangement dans l'espace carrelé. « C'est un bon signe », murmura Marc. « Il respire bien. » Mais à peine le premier-né avait-il commencé à s'agiter que Lyon fut prise de nouvelles contractions. Cette fois, cependant, quelque chose semblait différent. L'animal s'agita, visiblement en difficulté, émettant un cri de détresse qui fit frémir Jeanne. « Quelque chose ne va pas », déclara Marc, soudain tendu. « Le second chaton semble mal positionné. » Sans hésiter, Jeanne s'avança légèrement. « Je peux voir d'ici. Il se présente par l'épaule. Il est bloqué. » Marc la regarda, une question silencieuse dans les yeux. Jeanne comprit immédiatement. Fallait-il intervenir ou laisser la nature suivre son cours, même si cela signifiait risquer la vie de la mère et de ses petits? « Dans mon métier, articula-t-elle lentement, nous intervenons quand la vie est en jeu. Si nous ne faisons rien, elle pourrait mourir d'épuisement ou d'hémorragie. » Le vétérinaire hocha la tête. « Je suis d'accord, mais comment procéder? Au moindre geste brusque, elle pourrait paniquer et nous attaquer. » Jeanne réfléchit rapidement. Dans sa carrière, elle avait dû faire face à des situations d'urgence similaires, bien qu'avec des patientes humaines. Le principe restait le même, établir un lien de confiance, agir avec douceur, mais fermeté. « Continuons à lui parler », suggéra-t-elle,
Rapprochons-nous progressivement. J'ai besoin de pouvoir évaluer sa situation plus précisément. Centimètre par centimètre, ils réduisirent la distance qui les séparait de Lionne. La lynx les observait, haletante, mais étonnamment, elle ne montrait aucun signe d'agression. Peut-être l'épuisement, peut-être l'instinct, mais elle semblait presque résignée à accepter leur aide. Lorsqu'ils furent suffisamment proches, Jeanne put clairement voir le problème. Le second chaton était effectivement mal positionné, coincé dans le canal pelvien. Sans intervention, les chances de survie étaient minces. « Je vais devoir toucher votre patiente, docteur Tessier », annonça-t-elle, retrouvant par réflexe le langage formel des salles d'accouchement. Marc acquiesça gravement. « Procédez avec une extrême précaution. Je vais essayer de la maintenir calme. » Avec des gestes d'une lenteur délibérée, Jeanne tendit la main vers Lionne. Le lynx tressaillit mais ne recula pas. Ses yeux ambrés fixaient intensément ceux de la sage-femme, comme si elle évaluait ses intentions. « Tout va bien, ma belle », murmura Jeanne. « Je vais t'aider à mettre ton bébé au monde. » Au moment où ses doigts gantés entrèrent en contact avec le corps chaud du félin, Jeanne s'attendait presque à un mouvement de panique. Mais Lionne resta immobile, tremblante mais coopérative, comme si elle comprenait instinctivement que cette intervention était nécessaire. « Je peux sentir le chaton », informa Jeanne, concentrée. « Il est vivant, je le sens bouger. Je vais essayer de le repositionner délicatement. » Avec une dextérité née de l'expérience, elle manipula doucement la petite forme à travers la paroi abdominale, guidant le chaton vers une position plus favorable. Marc observait, admiratif de son assurance et de sa technique. « Maintenant, Lionne, » encouragea Jeanne, « il va falloir pousser. » Comme si elle comprenait ses paroles, la lynx sembla rassembler ses forces. Une nouvelle contraction survint, et cette fois, aidé par la manœuvre de Jeanne, le second chaton commença à apparaître correctement. « Ça y est !» s'exclama doucement Marc. « Il arrive !» En effet, après quelques instants d'effort intense, le deuxième chaton émergea enfin. Mais contrairement au premier, celui-ci restait immobile, sans émettre le moindre son. Marc réagit instantanément. Avec des gestes précis, il dégagea les voies respiratoires du nouveau-né et commença à le stimuler doucement. « Allez, petit », murmura-t-il, « respire. » Jeanne retenait son souffle, consciente que chaque seconde comptait. Le premier chaton, déjà plus sec grâce aux soins de sa mère, émettait de petits cris insistants, comme pour appeler son frère à la vie. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le deuxième chaton frémit et émit un faible gémissement. Un soupir collectif de soulagement emplit la pièce. « Il est sauvé », déclara Marc, en replaçant délicatement le petit près de sa mère. Lionne reprit immédiatement son rôle, léchant vigoureusement son second nez pour le réchauffer et stimuler sa circulation. Jeanne s'écarta légèrement, laissant l'animal s'occuper de sa progéniture. « Elle devrait encore avoir 1 ou 2 chatons », indiqua Marc. Les lynx sont généralement déportés de 2 à 4 petits. En effet, moins de 10 minutes plus tard, un troisième chaton fit son apparition, cette fois sans complications. Lionne semblait maintenant plus à l'aise dans son rôle maternel, manipulant efficacement son nouveau-né pour le libérer de ses membranes et stimuler sa respiration. Jeanne et Marc échangèrent un regard de complicité. Malgré l'étrangeté de la situation, ils partageaient à cet instant la satisfaction universelle des professionnels de la naissance, celle d'avoir contribué à un miracle de la vie. À l'extérieur des toilettes, le docteur Lambert et l'équipe médicale attendaient, tendus. Lorsque la porte s'entr'ouvrit légèrement, ils sursautèrent à l'unisson. « 3 chatons !» annonça Marc à voix basse. « Tous vivants. La mère se porte bien, mais elle est épuisée. » Le soulagement se peignit sur les visages. Même le directeur, malgré sa réticence initiale, ne put s'empêcher de sourire. « Et maintenant ?» demanda le docteur Lambert,
son soulagement initial cédant rapidement la place aux considérations pratiques. Nous ne pouvons pas garder une famille de lynx dans les toilettes d'un hôpital. Marc hocha la tête, songeur. L'équipe du centre de conservation des Laurentides est en route, mais il leur faudra au moins 2 heures pour arriver. En attendant, nous devons créer un environnement sécurisé tant pour Lionne et ses petits que pour votre personnel. La salle d'examen vétérinaire au sous-sol, suggéra Jeanne qui venait de rejoindre la conversation après avoir vérifié une dernière fois l'état de sa patiente inhabituelle. Elle est isolée, équipée pour les animaux, et actuellement inutilisée depuis que le programme de thérapie assistée par les animaux a été suspendu. Le directeur sembla peser le pour et le contre de cette proposition avant d'acquiescer à contre-cœur. Très bien, mais comment transporter un lynx sauvage et 3 nouveau-nés à travers l'hôpital sans provoquer de panique générale? Richard Lapointe, qui jusqu'alors s'était tenu en retrait, s'avança avec une assurance tranquille. Nous pouvons utiliser l'ascenseur de service et sécuriser le trajet. À cette heure-ci, la plupart des patients dorment encore et le changement d'équipe n'a pas commencé. J'ai une cage de transport dans ma voiture, ajouta Marc. Elle est conçue pour des animaux de taille moyenne, mais elle ne sera pas très confortable pour une mère et ses petits. Et je doute que Lionne accepte d'y entrer de son plein gré, compléta Jeanne, un pli soucieux barrant son front. Dans son état, le stress pourrait être néfaste pour elle et les chatons. Un silence pensif s'installa, chacun cherchant une solution à ce problème inattendu. Ce fut Mélanie qui, contre toute attente, proposa l'idée qui allait résoudre leur dilemme. « Et si nous utilisions un des lits pédiatriques à barreaux? Ils sont sur roulette, suffisamment grands pour Lionne et ses petits, et nous pourrions le couvrir d'un drap pour minimiser les stimuli visuels pendant le transport. » Tous les regards se tournèrent vers la jeune infirmière qui rougit légèrement sous cette attention soudaine. « C'est une excellente idée, » admit le docteur Lambert. « Mélanie, pourriez-vous discrètement récupérer un de ces lits et l'amener ici? Et prenez des couvertures, beaucoup de couvertures. » Tandis que Mélanie s'éloignait pour exécuter cette mission, Marc se tourna vers Jeanne. « Comment va notre patiente ?» « Étonnamment bien, considérant les circonstances, » répondit-elle. « Elle est épuisée, bien sûr, mais elle s'occupe admirablement de ses petits. Je lui ai laissé de l'eau dans un récipient improvisé qu'elle a d'ailleurs accepté de boire. Je pense qu'elle commence à nous faire confiance, ou du moins à tolérer notre présence. » Marc hocha la tête, impressionné. « C'est remarquable. Les lynx sont habituellement extrêmement méfiants envers les humains, même en captivité. Vous semblez avoir un don, Madame Moreau. » Jeanne haussa les épaules, un sourire modeste aux lèvres. Peut-être reconnaît-elle simplement une sage-femme quand elle en voit une. Les mères, qu'elles soient humaines ou animales, partagent un lien universel. Le vétérinaire la regarda avec un respect nouveau. Dans le chaos de cette situation extraordinaire, il découvrait en cette femme une alliée inattendue, dont la compétence professionnelle n'avait d'égal que la sensibilité. Lorsque Mélanie revint avec le lit pédiatrique, une opération minutieusement orchestrée se mit en place. Marc prépara une légère sédation pour Lionne, juste assez pour l'apaiser sans compromettre sa capacité à s'occuper de ses petits. Jeanne, qui semblait avoir établi un rapport spécial avec l'animal, serait chargée de l'approcher pour administrer l'injection tandis que Richard et 2 agents de sécurité se tiendraient prêts à intervenir en cas d'urgence. « Vous êtes certaine de vouloir faire ça ?» demanda Marc à Jeanne, lui tendant la seringue préparée. « C'est dangereux, même pour un spécialiste. » Jeanne prit l'instrument, son regard déterminé. « Elle me fait confiance, je le sens. Et puis, après 20 ans à gérer des futures mères en pleine crise de panique, un lynx ne me fait pas peur. » Sa tentative d'humour masquait mal sa tension, mais sa résolution était inébranlable. Prenant une profonde inspiration, elle pénétra à nouveau dans les toilettes, seule cette fois. Lionne était allongée dans le coin,
ses 3 chatons blottis contre elle, tétant avidement. À l'entrée de Jeanne, elle releva la tête, ses yeux d'ambre suivant chaque mouvement de l'intruse. « Bonjour, ma belle », murmura Jeanne, s'accroupissant à distance respectueuse. « Tu as fait du beau travail avec tes bébés. Maintenant, nous allons vous emmener dans un endroit plus confortable, mais j'ai besoin que tu restes calme. » Tout en parlant d'une voix douce et mélodieuse, elle se rapprocha millimètre par millimètre. Lionne l'observait, les oreilles dressées, mais sans montrer de signe d'agressivité. Lorsqu'elle fut suffisamment proche, Jeanne tendit lentement la main, permettant au lynx de renifler ses doigts. « C'est ça, tu vois. Je ne suis pas une menace, » continua-t-elle. « Nous sommes toutes les deux des mères, toi et moi. » Ce n'était pas strictement vrai. Jeanne n'avait jamais eu d'enfant, une blessure personnelle qu'elle gardait généralement pour elle. Mais à cet instant, elle se sentait profondément connectée à cette créature sauvage qui avait choisi, par instinct ou par désespoir, de venir mettre bas dans un environnement humain. Avec une dextérité issue de années d'expérience médicale, elle saisit un moment où Lionne semblait détendue pour administrer rapidement l'injection dans le muscle de l'épaule. Le lynx sursauta, émettant un grondement de surprise, mais ne chercha pas à attaquer. Jeanne recula immédiatement, lui laissant de l'espace. « C'est bien, c'est très bien », murmura-t-elle. « Ça va t'aider à te sentir calme pendant le voyage. » Elle ressortit des toilettes, le cœur battant, mais le visage serein. « C'est fait. Donnons quelques minutes au sédatif pour agir. » Marc la regardait avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Vous êtes soit très courageuse, soit complètement folle. »« Un peu des deux, probablement, » répondit-elle avec un léger sourire. « Dans mon métier, il faut parfois savoir prendre des risques calculés. » Lorsque les effets du sédatif commencèrent à se manifester, l'équipe improvisée passa à l'action. Le lit pédiatrique, généreusement garni de couvertures douces, fut poussé jusqu'à l'entrée des toilettes. Marc et Jeanne, avec des gestes d'une infinie précaution, parvinrent à y transférer Lionne et ses chatons. L'animal, légèrement étourdi mais toujours conscient, se laissa manipuler avec une docilité surprenante, son instinct maternel semblant prendre le pas sur sa méfiance naturelle. Une fois la petite famille installée, le lit fut recouvert d'un drap léger, laissant juste assez d'ouverture pour permettre une circulation d'air adéquate. Richard prit la tête du convoi, s'assurant que le chemin était dégagé, tandis que Marc et Jeanne encadraient le lit, prêts à intervenir si nécessaire. Le docteur Lambert fermait la marche, son expression oscillant entre l'inquiétude professionnelle et une fascination qu'il s'efforçait de dissimuler. Le trajet à travers les couloirs silencieux de l'hôpital ressemblait à une opération militaire clandestine. Chaque croisement était vérifié, chaque bruit soudain provoquait un moment de tension. Pourtant, contre toute attente, ils parvinrent au sous-sol sans incident majeur, Lionne restant remarquablement calme sous son drap protecteur. La salle d'examen vétérinaire, vestige d'un programme ambitieux de thérapie animale initié puis abandonné faute de financement, offrait un environnement presque idéal pour leur situation. Spacieuse, isolée du reste de l'hôpital et équipée de matériel adapté, elle permettrait d'accueillir confortablement Lionne et ses petits jusqu'à l'arrivée des spécialistes. « Nous devrions créer un espace confiné, sécurisant », suggéra Marc tandis qu'ils installaient le lit dans un coin de la pièce. Les félins, surtout les mères avec des petits, préfèrent les espaces restreints où ils peuvent surveiller facilement les approches. Avec l'aide de paravents et de couvertures supplémentaires, ils aménagèrent une sorte de tanière improvisée. Lorsqu'ils retirèrent enfin le drap qui couvrait le lit, Lionne cligna des yeux observant son nouvel environnement avec une vigilance embrumée par le sédatif. « Elle semble l'accepter », murmura Jeanne, soulagée. Marc acquiesça. « Le plus dur est fait. Maintenant, il faut simplement la surveiller jusqu'à l'arrivée de l'équipe de conservation. » Le docteur Lambert consulta sa montre. « Il est presque 7 heures. Le personnel va commencer à arriver en nombre. Je dois organiser la communication autour de cette
Incident. Richard, pouvez-vous poster un agent devant cette porte? Personne n'entre sans autorisation. Alors que le directeur et le chef de la sécurité s'éloignaient pour gérer les aspects logistiques de la situation, Marc, Jeanne et Mélanie restèrent auprès de leur patiente inhabituelle. « Vous devriez rentrer chez vous, Madame Moreau », suggéra Marc. « Votre garde est terminée depuis longtemps et vous devez être épuisée. » Jeanne secoua la tête, son regard fixé sur Lionne qui commençait à lécher ses petits, pleinement réveillés maintenant. « Je préfère rester encore un peu. » Elle, « Il pourrait avoir besoin de moi. » Marc n'insista pas, comprenant ce qu'elle ne disait pas. Le lien qui s'était formé entre la sage-femme et le lynx dépassait le cadre professionnel. Il y avait quelque chose de profondément personnel dans la façon dont Jeanne veillait sur cette famille sauvage. « Dans ce cas, je vais chercher du café », offrit-il. « Je crois que nous en avons tous besoin. » Restée seule avec Mélanie, Jeanne s'approcha doucement du lit, où Lionne s'était installée confortablement, ses chatons maintenant endormis contre son ventre. « C'est incroyable, » murmura Mélanie. « J'ai toujours rêvé de voir un lynx, mais jamais je n'aurais imaginé assister à quelque chose comme ça. » Jeanne sourit, partageant l'émerveillement de sa jeune collègue. « La vie trouve toujours un moyen de nous surprendre. C'est ce qui la rend si précieuse. » Un silence confortable s'installa, uniquement rompu par le ronronnement bas et régulier de Lionne, qui fixait les deux femmes avec ce qui semblait presque être de la reconnaissance. Le café que Marc avait rapporté était infect, un breuvage noir et âcre, typique des machines hospitalières, mais Jeanne le savoura comme s'il s'agissait d'un nectar précieux. La fatigue commençait à peser lourdement sur ses épaules après cette nuit blanche prolongée par l'aventure inattendue. Pourtant, une énergie étrange la maintenait éveillée, un mélange d'adrénaline résiduelle et de fascination pour le miracle sauvage qui s'était déroulé sous ses yeux. « Vous ne m'avez jamais dit ce qui vous a amené à devenir vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, » remarqua-t-elle, rompant le silence confortable qui s'était installé entre eux tandis qu'ils observaient Lionne et ses petits. Marc sourit, son regard toujours fixé sur la famille de lynx. « C'est une longue histoire. »« J'ai l'impression que nous avons du temps devant nous, » répondit Jeanne en désignant d'un geste l'horloge murale qui indiquait 7h30. Le vétérinaire prit une gorgée de café avant de répondre « J'ai grandi dans une ferme près de Val-d'Or. Mes parents élevaient des moutons et chaque année, nous perdions quelques bêtes à cause des prédateurs, principalement des coyotes, parfois des loups. Mon père les considérait comme des nuisibles à éliminer. » Il marqua une pause, ses yeux suivant les mouvements délicats de Lionne qui repositionnait un de ses chatons. « Un jour, j'ai trouvé une louve prise dans un piège. Elle était gravement blessée, mais toujours vivante. J'avais 12 ans et, contre tout bon sens, j'ai décidé de la libérer. Elle aurait pu m'attaquer, bien sûr, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a regardé, un peu comme Lionne nous regarde maintenant, avec intelligence, avec une sorte de compréhension. » Jeanne hocha la tête, reconnaissant dans cette description ce qu'elle-même ressentait face au lynx. « Après ça, je n'ai plus jamais vu les prédateurs de la même façon. J'ai étudié la médecine vétérinaire avec l'intention de me spécialiser dans les animaux de ferme pour faire plaisir à mes parents, mais au final, c'est la faune sauvage qui m'a appelé. »« Et vos parents l'ont accepté ?» demanda Jeanne. Marc eut un petit rire sans joie. « Pas vraiment. Mon père considérait que je trahissais l'héritage familial. Nous ne nous sommes pas parlé pendant des années. » Il haussa les épaules. « Et vous? Comment devient-on sage-femme » Jeanne détourna brièvement le regard, comme si la question touchait à quelque chose de personnel. « J'ai toujours su que je voulais travailler dans le domaine médical, mais les hôpitaux me semblaient trop froids, trop impersonnels. La maïeutique offrait cette proximité humaine que je recherchais, cette participation à un moment sacré.
Elle hésita un instant avant d'ajouter, plus doucement, « Et puis, il y a eu cette grossesse difficile, quand j'avais 22 ans. La sage-femme qui m'a accompagné a fait une différence énorme. Je me suis juré que je ferais la même chose pour d'autres femmes. » Marc la regarda avec une intensité nouvelle, comprenant ce qu'elle venait de révéler implicitement. « Je suis désolé. Est-ce que... » « J'ai perdu le bébé au 7e mois, » confirma-t-elle, sa voix calme malgré la douleur ancienne qui transparaissait dans ses yeux. Une malformation cardiaque qu'on n'avait pas détectée. Après ça, je n'ai jamais pu avoir d'autres enfants. Un silence respectueux s'installa, uniquement troublé par les petits bruits que faisaient les chatons en tétant. C'était étrange, songea Jeanne, de partager ainsi une blessure si profonde avec un quasi-inconnu, dans cette salle de sous-sol, en présence d'un lynx sauvage. Et pourtant, cela semblait parfaitement naturel, comme si les circonstances extraordinaires avaient créé un espace hors du temps où les confidences pouvaient s'échanger librement. « C'est pour ça que vous êtes resté, » dit doucement Marc, son regard se posant à nouveau sur Lionne. « Vous voyez en elle une mère qui a réussi là où j'ai échoué ?» compléta Jeanne avec un sourire triste. « Peut-être. Ou peut-être que je vois simplement une créature qui a besoin d'aide, comme nous tous à un moment ou un autre. » La conversation fut interrompue par un léger gémissement provenant du lit. L'un des chatons, le plus petit des trois, semblait en difficulté, se tortillant avec une agitation inhabituelle. Lionne le léchait frénétiquement, mais ses efforts ne semblaient pas apaiser le petit. Marc se leva d'un bond, soudain alerte. Quelque chose ne va pas. Il s'approcha prudemment, observant le chaton sans toutefois intervenir immédiatement. Il semble avoir du mal à respirer. Peut-être un problème pulmonaire ou un lait aspiré dans les voies respiratoires. Jeanne le rejoignit, son instinct professionnel prenant le dessus sur la fatigue. « Que pouvons-nous faire ? Normalement, je devrais l'examiner, mais... » Il laissa sa phrase en suspens, le dilemme évident. Toucher à l'un des chatons risquait de provoquer une réaction défensive de Lionne, potentiellement dangereuse, malgré la confiance relative qu'elle semblait leur accorder. C'est à ce moment que la porte de la salle s'ouvrit doucement, laissant entrer une femme d'une quarantaine d'années, aux traits burinés par les éléments et aux cheveux gris coupés courts. Elle portait une veste kaki, ornée de l'écusson du service de la faune du Québec. Dr Catherine Tremblay, biologiste spécialiste des félins, se présenta-t-elle à voix basse. « On m'a dit que vous aviez recueilli notre fugueuse. » Son regard expérimenté se posa immédiatement sur Lionne et ses petits, évaluant la situation en quelques secondes. Un des chatons est en détresse. Marc acquiesça. Difficulté respiratoire. Il faudrait l'examiner, mais... « C'est Lionne, n'est-ce pas ?» demanda Catherine, s'approchant lentement. « Je la reconnais à son marquage facial. Elle me connaît. Nous avons travaillé ensemble pendant son séjour au centre. » Sans hésitation, mais avec des mouvements mesurés, elle s'adressa directement au lynx. « Salut, ma grande. Tu nous as fait une belle frayeur. Je vois que tu n'as pas perdu de temps pour fonder une famille. » À la surprise de Jeanne, Lionne sembla réagir à la voix de la biologiste, ses oreilles se dressant en signe de reconnaissance. Catherine s'approcha davantage, s'accroupissant à côté du lit. « Elle a été partiellement socialisée, » expliqua-t-elle sans quitter Lionne des yeux. « Elle est arrivée au centre comme orpheline, trop jeune pour survivre seule. Nous l'avons élevée avec un minimum de contact humain, mais suffisamment pour qu'elle tolère notre présence. » Avec une assurance née de l'expérience, Catherine tendit lentement la main vers le chaton en détresse. Lionne émit un grondement d'avertissement, mais ne fit aucun mouvement agressif. « Je vais juste vérifier ses voies respiratoires, » murmura la biologiste. « Ça va aller, ma belle. » Jeanne et Marc observaient, tendus,
prêt à intervenir si nécessaire. Mais Lionne, bien que vigilante, permit à Catherine de prendre délicatement le chaton. Avec des gestes experts, la biologiste examina la minuscule créature, puis la retourna doucement pour lui tapoter le dos. « C'est ce que je pensais », dit-elle alors qu'un petit filet de lait s'échappait de la gueule du chaton. « Il a juste avalé de travers. Ça arrive fréquemment chez les nouveau-nés. » Le petit félin émit un couinement protestataire avant de respirer plus librement. Catherine le reposa délicatement près de sa mère, qui entreprit immédiatement de le lécher pour le nettoyer et le réconforter. « Vous avez fait un travail remarquable, » dit-elle en se tournant vers Jeanne et Marc. « Assister à un accouchement de lynx sans équipement spécialisé, c'est... Eh bien, c'est du jamais vu dans ma carrière. » Elle s'assit sur une chaise qu'on lui offrait, son regard revenant sans cesse vers Lionne comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Nous avons cherché Lionne partout depuis sa disparition. Nous pensions qu'elle avait été braconnée ou tuée par un autre prédateur. Jamais nous n'aurions imaginé la retrouver dans un hôpital en train de mettre bas. « Comment a-t-elle pu parcourir une telle distance ?» demanda Jeanne. « Les Laurentides sont à quoi? 60 kilomètres d'ici. » Catherine hocha la tête. « C'est inhabituel, mais pas impossible. Les lynx peuvent parcourir de grandes distances quand ils cherchent un territoire ou un partenaire. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'elle se soit aventurée en zone urbaine et qu'elle ait choisi un bâtiment humain pour mettre bas. Peut-être n'avait-elle pas le choix, suggéra Marc, si elle sentait que l'accouchement approchait et qu'elle n'avait pas trouvé d'endroit approprié. Ou peut-être, intervint Jeanne, une idée se formant dans son esprit. Peut-être savait-elle exactement ce qu'elle faisait. Vous avez dit qu'elle avait été élevée avec un contact humain minimal. Elle associe peut-être les humains à la sécurité, surtout dans un moment de vulnérabilité. Catherine considéra cette hypothèse. C'est possible. Nous essayons d'éviter précisément ce type d'association chez les animaux destinés à être relâchés, mais parfois ces liens se forment, malgré nos précautions. Mélanie, qui était restée silencieuse pendant cet échange, s'approcha timidement. « Je vais devoir retourner à mon service. Mon chef d'unité se demande déjà où je suis passé depuis ce matin. » Jeanne lui adressa un sourire reconnaissant. « Merci pour ton aide, Mélanie. Sans toi et ton idée du lit pédiatrique, je ne sais pas comment nous aurions fait. » La jeune infirmière jeta un dernier regard émerveillé vers la famille de Lynx. C'était incroyable. J'ai l'impression d'avoir participé à quelque chose d'unique. Parce que c'est le cas, confirma Catherine. Ce que vous avez vécu aujourd'hui, peu de biologistes spécialisés dans les félins sauvages peuvent s'en vanter. Après le départ de Mélanie, Catherine sortit un petit appareil de sa poche, un lecteur de puces électroniques qu'elle passa délicatement au-dessus du corps de Lionne sans la toucher. « Son implant est toujours actif », constata-t-elle avec satisfaction. « Cela nous permettra de suivre ses déplacements une fois qu'elle sera relâchée. »« Vous comptez la relâcher ?» s'étonna Jeanne, surprise par cette évocation d'une séparation qui lui semblait soudain précipitée. Catherine lui jeta un regard empreint de compréhension. C'est l'objectif de notre programme de conservation, Madame Moreau. Réintroduire les lynx dans leur habitat naturel pour renforcer la population sauvage. Lionne a été préparée pour cela depuis son arrivée au centre. Mais avec 3 chatons nouveau-nés, et après avoir manifesté un tel comportement de recherche de proximité humaine, intervint Marc, cela pourrait compromettre ses chances de survie et celles de sa progéniture. La biologiste soupira, passant une main dans ses cheveux courts. Vous soulevez un point valide. Le protocole standard serait de la garder au centre jusqu'à ce que les chatons soient suffisamment autonomes, puis de les relâcher ensemble dans un territoire adapté. Mais ce comportement inhabituel... Elle s'interrompit, observant Lionne qui somnolait maintenant paisiblement, ses chatons blottis contre elle. Nous devrons procéder à une évaluation approfondie. Pour l'instant,
La priorité est de les transférer dans notre centre où ils pourront recevoir les soins appropriés. Quand comptez-vous les déplacer ? Demanda Jeanne, sentant une pointe d'appréhension à l'idée de voir partir si vite cette famille qu'elle avait aidé à mettre au monde. J'ai une équipe en route avec le matériel adapté, répondit Catherine. Il devrait arriver d'ici 1 heure. Nous avons un véhicule spécialement équipé pour le transport d'animaux sauvages. La biologiste sortit un petit carnet de sa poche et commença à prendre des notes tout en observant attentivement les chatons. Ils semblent en bonne santé, malgré les circonstances inhabituelles de leur naissance. 2 mâles et une femelle, d'après ce que je peux voir sans les manipuler. La petite est celle qui a eu des difficultés respiratoires. Marc confirma d'un hochement de tête. Le 2e chaton était mal positionné pendant l'accouchement. Madame Moreau a dû intervenir pour faciliter sa sortie. Catherine leva un sourcil, impressionnée. Vous avez pratiqué une manipulation obstétrique sur un lynx sauvage, sans anesthésie? Jeanne haussa modestement les épaules. C'était nécessaire. Le petit était bloqué et Lyon était épuisé. J'ai simplement fait mon travail. Votre travail concerne habituellement des patientes qui ne peuvent pas vous lacérer le visage d'un coup de patte, fit remarquer Catherine avec un léger sourire. Ce que vous avez fait était aussi courageux qu'extraordinaire. Un silence s'installa, ponctué uniquement par le ronronnement bas et régulier de Lyon et les petits bruits que faisaient les chatons entêtants. Jeanne sentit une vague de fatigue la submerger. La nuit blanche, l'adrénaline de l'accouchement, les émotions intenses, tout cela commençait à exiger son tribut. Vous devriez vraiment rentrer vous reposer, insista Marc, remarquant sa pâleur soudaine. Catherine et moi pouvons nous occuper de Lyon jusqu'à l'arrivée de l'équipe de transport. Jeanne était sur le point de protester quand la porte de la salle s'ouvrit à nouveau, laissant entrer le docteur Lambert, accompagné d'une femme élégante en tailleur strict que Jeanne reconnut comme étant Sylvie Bernier, la responsable des relations publiques de l'hôpital. « Comment se porte notre patiente inhabituelle ?» demanda le directeur, visiblement plus détendu maintenant que la situation était sous contrôle. « Stable et en bonne santé, ainsi que ses 3 petits, » répondit Marc. Sylvie Bernier s'éclaircit la gorge. « Docteur Lambert, nous avons un problème. Quelqu'un a posté une photo sur les réseaux sociaux. »« Une photo ?» répéta le directeur, soudain tendu. « De quoi ?»« Du lynx. Apparemment, un agent d'entretien a entrevu l'animal pendant son transfert des toilettes à cette salle et a pris un cliché avec son téléphone. La publication devient virale. Plusieurs médias ont déjà appelé pour confirmer l'information. » Le docteur Lambert passa une main sur son visage, visiblement contrarié. « C'est exactement ce que je voulais éviter, un cirque médiatique autour de cette affaire. » « Voyez le bon côté des choses, » intervint Catherine avec pragmatisme. « Cela pourrait être une excellente publicité pour le programme de conservation du lynx. Ce genre d'histoire touche le public bien plus efficacement que des années de campagnes éducatives. » « Et pour l'hôpital, » ajouta Sylvie, saisissant immédiatement l'opportunité, « cela pourrait mettre en lumière notre engagement envers la vie sous toutes ses formes, de la maternité humaine à la maternité sauvage. Je vois déjà le titre. » Le docteur Lambert sembla peser le pour et le contre avant de soupirer. « Très bien, mais je veux que tout soit contrôlé. Pas de journalistes dans l'hôpital, pas d'interview sans autorisation préalable. Et surtout, la priorité reste le bien-être de... Comment l'appelez-vous déjà ? Lyon, répondit Catherine. Et je partage entièrement votre position. Aucun accès direct aux animaux ne sera autorisé. Sylvie prenait frénétiquement des notes sur sa tablette. Nous pourrions organiser une conférence de presse conjointe avec le service de la faune avant le transfert. Docteur Tessier, Madame Moreau, seriez-vous disposés à y participer ? Votre témoignage sur l'accouchement serait inestimable. Jeanne et Marc échangèrent un regard, pris au dépourvu par cette demande inattendue.
Ce fut Jeanne qui répondit en premier. Je ne suis pas certaine d'être la personne idéale pour... Je veux dire, je n'ai fait que mon travail. C'est précisément ce qui rend votre histoire si captivante, insista Sylvie. Une sage-femme qui met au monde des lynx, c'est un récit qui parle aux gens, qui crée une connexion émotionnelle. Marc intervint, sentant le malaise de Jeanne. Peut-être pourrions-nous en discuter plus tard. Madame Moreau n'a pas dormi depuis plus de 24 heures, et nous avons encore le transfert à organiser. Sylvie allait protester quand le docteur Lambert leva une main apaisante. Marc a raison. Réglons d'abord les aspects pratiques. Sylvie, préparez un communiqué factuel pour calmer les médias, en coordination avec le service de la faune. Nous déciderons ensuite de la meilleure façon de gérer les relations publiques. La responsable acquiesça à contre-cœur avant de quitter la salle, son téléphone déjà collé à l'oreille. « Je vous présente mes excuses », dit le directeur une fois qu'elle fut partie. « Sylvie est excellente dans son domaine, mais parfois un peu enthousiaste. » Catherine sourit. « Ne vous inquiétez pas. Nous sommes habitués à gérer l'intérêt médiatique dans notre profession. Les naissances de lynx sont suffisamment rares pour susciter l'attention. » Le téléphone de la biologiste vibra. Elle consulta le message reçu avant d'annoncer « Mon équipe sera là dans 30 minutes avec le matériel de transport. Nous devrions commencer à préparer Lyon et ses petits. » Tandis que Catherine et Marc discutaient des détails techniques du transfert, Jeanne s'approcha doucement du lit où reposait la petite famille. Lyon leva la tête à son approche, ses yeux ambrés fixant la sage-femme avec ce qui semblait être une reconnaissance tranquille. « Tu as été extraordinaire », murmura Jeanne, s'accroupissant à distance respectueuse. « Tes petits sont magnifiques. » Elle observa les chatons, si fragiles, et pourtant déjà dotés de la beauté sauvage de leur espèce, leur pelage tacheté encore humide par endroits, leurs minuscules oreilles à pompons, leurs pattes disproportionnées qui présageaient la taille qu'ils atteindraient un jour. Le plus petit des trois, la femelle qui avait eu des difficultés respiratoires, semblait maintenant parfaitement rétablie, tétant vigoureusement aux côtés de ses frères. Jeanne sourit, ressentant cette satisfaction profonde et unique que connaissent tous les professionnels de la naissance lorsqu'une nouvelle vie s'épanouit grâce à leurs soins. « Madame Moreau », la voix de Catherine la tira de sa contemplation. La biologiste s'était approchée silencieusement, un sourire compréhensif aux lèvres. « J'ai une proposition à vous faire », dit-elle à voix basse. « Notre centre accueille régulièrement des stagiaires et des observateurs, des personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur la conservation des espèces sauvages. Si cela vous intéresse, vous seriez la bienvenue pour suivre l'évolution de Lyon et de ses petits. » Jeanne sentit une chaleur inattendue l'envahir à cette suggestion. « Vraiment ? Je ne voudrais pas m'imposer ou perturber votre travail. » « Au contraire, » l'assura Catherine. « Votre expertise en tant que sage-femme pourrait nous être précieuse. Et Lyon semble vous avoir accepté, ce qui est remarquable pour un animal sauvage. » Avant que Jeanne ne puisse répondre, un bruit soudain attira leur attention. L'un des chatons, le premier-né, au pelage légèrement plus foncé que ses frères et sœurs, avait réussi à se hisser maladroitement sur ses pattes, vacillant dangereusement au bord du lit. D'un mouvement vif mais contrôlé, Catherine tendit la main et rattrapa le chaton juste avant qu'il ne bascule. Le petit félin émit un miaulement de protestation, ses pattes minuscules battant l'air. Lyon, aussitôt alerte, se redressa en grondant, ses yeux fixés sur la biologiste qui tenait son petit. « Tout va bien, murmura Catherine d'une voix apaisante, replaçant délicatement le chaton près de sa mère. « Ton aventurier a juste besoin d'apprendre la patience. » Lyon renifla son petit, le léchant vigoureusement comme pour vérifier qu'il était indemne, avant de lancer un regard presque accusateur à Catherine. Puis, avec un soupir félin que Jeanne trouva étrangement humain,
Elle se recoucha entourant ses 3 chatons de son corps protecteur. « Curieux et téméraire », commenta Marc, « des qualités utiles dans la nature tant qu'elles sont tempérées par la prudence. » Catherine acquiesça. « C'est souvent le cas des premiers-nés. Ils montrent une indépendance précoce. Nous devrons surveiller celui-ci de près au centre. »« Comment les appellerez-vous » demanda Jeanne, réalisant soudain que les petits n'avaient pas encore été nommés. La biologiste sourit. « Nous évitons généralement de donner des noms trop humains aux animaux destinés à être relâchés pour maintenir une distance émotionnelle, mais nous utilisons des codes d'identification qui finissent par devenir des surnoms. Lyon, par exemple, s'appelle officiellement LR468F, mais personne ne l'appelle ainsi. » Elle observa les chatons un moment, pensive. « Pour ces 3-là, étant donné les circonstances exceptionnelles de leur naissance, nous pourrions faire une exception. Avez-vous des suggestions ?» Jeanne se sentit touchée par cette invitation. Son regard se posa sur le premier-né, celui qui venait de tenter son échappée. Celui-ci pourrait s'appeler Hardy. « Hardy », répéta Catherine, appréciant le nom. « C'est approprié. Et pour les 2 autres ?» Marc désigna le 2e chaton, celui qui avait nécessité l'intervention obstétricale. « Celui-là a montré sa résilience. Peut-être vaillant ?»« J'aime beaucoup, » approuva la biologiste. « Et pour la petite femelle ?» Jeanne n'hésita pas. « Espérance, pour tout ce qu'elle représente. » Un silence respectueux accueillit cette suggestion, comme si tous ressentaient le poids symbolique de ce nom. « Hardy, vaillant et espérance », résuma Catherine, « des noms parfaits pour les premiers lynx nés dans un hôpital. » La porte s'ouvrit à cet instant, laissant entrer 2 hommes en uniforme du service de la faune, portant une grande caisse de transport spécialement conçue pour les félins sauvages. Catherine se leva pour les accueillir, leur expliquant brièvement la situation exceptionnelle. « Nous allons devoir les sédater légèrement pour le transport, » expliqua-t-elle en revenant vers le groupe. « Rien de trop fort, juste assez pour éviter un stress excessif. » Jeanne sentit sa gorge se nouer à l'idée de ce départ imminent. Aussi irrationnel que cela puisse paraître, elle s'était attachée à cette famille sauvage en quelques heures à peine. L'idée de ne plus jamais les revoir lui était douloureuse. Comme si elle lisait dans ses pensées, Catherine posa une main sur son épaule. « Ma proposition tient toujours, Madame Moreau. Vous seriez la bienvenue au centre quand vous le souhaitez. »« J'aimerais beaucoup, » répondit Jeanne, reconnaissante. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Jeanne. » Les préparatifs du transfert s'accélérèrent. Marc aida Catherine à préparer la sédation, tandis que les 2 agents installaient un environnement confortable dans la caisse de transport, couverture douce, isolation thermique, et même un petit dispositif émettant une chaleur constante pour les chatons. Jeanne observait ces préparatifs avec un mélange de fascination professionnelle et d'appréhension émotionnelle. Elle savait que c'était la meilleure solution pour Lyon et ses petits. Ils ne pouvaient certainement pas rester dans un hôpital, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour leur avenir. « Le centre est-il loin d'ici » demanda-t-elle, cherchant à se rassurer. « Environ 1 heure de route » répondit Catherine. « Nous avons une section spéciale pour les mères avec leurs petits, isolée des autres animaux et conçue pour minimiser le contact humain tout en permettant une surveillance constante. » La biologiste prépara la seringue contenant le léger sédatif. « Je vais m'occuper de Lyon. Marc, pourriez-vous tenir les chatons pendant que nous la transférons? Ils sont trop jeunes pour nécessiter une sédation. » Le vétérinaire acquiesça, enfilant des gants épais par précaution. S'approchant lentement du lit, il attendit que Catherine ait administré l'injection à Lyon avant de tendre les mains vers les chatons. La lynx, déjà affectée par le sédatif, suivit son mouvement des yeux, mais ne réagit pas agressivement lorsqu'il prit délicatement ses petits. Les 3 minuscules créatures, privées de la chaleur maternelle, commencèrent à miauler de protestation, leurs petites pattes s'agitant dans l'air.
Ils ont des poumons remarquablement développés pour leur âge, commenta Marc avec un sourire, tandis que Hardy tentait énergiquement de s'échapper de sa prise. Jeanne s'approcha, tendant les mains. « Puis-je » Marc lui confia Espérance, la plus petite des trois. Tenant le chaton contre sa poitrine, Jeanne fut frappée par sa légèreté et sa fragilité. Malgré sa taille minuscule, la petite femelle dégageait déjà une aura sauvage, son corps vibrant d'une énergie vitale intense. Ses yeux, à peine entr'ouverts, étaient encore bleu laiteux, mais Jeanne savait qu'il prendrait bientôt la teinte ambrée caractéristique de son espèce. « Bonjour, petite Espérance », murmura-t-elle. « Sois forte et courageuse comme ta maman. » Le chaton cessa momentanément de gémir, comme si elle reconnaissait la voix de celle qui avait aidé à la mettre au monde. Jeanne ressentit une émotion intense, un mélange de fierté, d'émerveillement et de mélancolie. Pendant ce temps, les agents avaient délicatement transféré Lionne, maintenant somnolente, dans la caisse de transport. Catherine fit signe à Jeanne et Marc de rapprocher les chatons. « Il est important qu'ils restent ensemble pendant le transport », expliqua-t-elle. « Le contact physique et les odeurs familières réduiront leur stress. » Avec une infinie précaution, ils déposèrent les 3 chatons contre le ventre de leur mère. Malgré sa semi-conscience, Lionne réagit instinctivement, se repositionnant pour les entourer de son corps protecteur. Les petits se blottirent immédiatement contre elle, retrouvant la chaleur et l'odeur rassurante qui signifiaient sécurité. Catherine ferma soigneusement la porte de la caisse, s'assurant qu'elle était correctement sécurisée, mais suffisamment aérée. Ils sont prêts pour le voyage. Plus tôt nous arriverons au centre, mieux ce sera pour eux. Le docteur Lambert, qui était revenu entre-temps, hocha la tête. Nous avons préparé un itinéraire pour sortir discrètement de l'hôpital. Les médias commencent à s'amasser devant l'entrée principale, mais nous pouvons utiliser l'accès de service près des cuisines. Une dernière chose, intervint Catherine, sortant une carte professionnelle qu'elle tendit à Jeanne. Mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous voudrez venir voir Lionne et ses petits, n'importe quand. Jeanne accepta la carte, profondément touchée par ce geste. Merci, je viendrai très bientôt. Un des agents souleva la caisse de transport avec une aisance qui témoignait de son habitude, tandis que son collègue ouvrait la porte pour faciliter le passage. Juste avant qu'il ne franchisse le seuil, Jeanne s'approcha une dernière fois, posant doucement sa main sur la grille. « Au revoir, Lionne », murmura-t-elle. « Prends soin de tes merveilleux bébés. » Puis, aussi soudainement qu'elle était entrée dans sa vie, la famille de lynx disparut, emportée par l'équipe du service de la faune. Le silence qui s'abattit sur la salle sembla assourdissant après les miaulements des chatons et le ronronnement de leur mère. Marc posa une main réconfortante sur l'épaule de Jeanne. « Ils sont entre de bonnes mains. Et vous avez entendu Catherine, vous pourrez les voir quand vous voudrez. » Jeanne hocha la tête, incapable de parler pendant quelques instants, submergée par une émotion qu'elle ne parvenait pas entièrement à expliquer. Pourquoi se sentait-elle si bouleversée par le départ de ces animaux sauvages qu'elle connaissait depuis à peine quelques heures? « C'est étrange, » dit-elle finalement. « Dans ma carrière, j'ai aidé à mettre au monde des centaines de bébés, et je les ai tous vus partir avec leurs parents sans ressentir ce vide. Peut-être parce que vous savez que les bébés humains grandiront dans notre monde, tandis que ces chatons appartiennent à un univers différent, un monde que nous ne faisons qu'effleurer, suggéra Marc. Ou peut-être simplement parce que cette naissance était exceptionnelle à tout point de vue. Le docteur Lambert s'éclaircit la gorge, rappelant sa présence. Je tiens à vous remercier tous les deux pour votre gestion remarquable de cette situation, pour le moins inhabituelle. Peu d'hôpitaux peuvent se vanter d'avoir accueilli un tel accouchement. C'était un honneur, répondit sincèrement Jeanne. Et maintenant, Madame Moreau,
Je vous ordonne officiellement de rentrer chez vous et de vous reposer, poursuivit le directeur avec un sourire fatigué. Vous êtes en service depuis bien trop longtemps et après une telle épreuve. Jeanne acquiesça, reconnaissant soudain l'épuisement qui l'envahissait maintenant que l'adrénaline retombait. Vous avez raison. Je crois que je vais suivre ce sage conseil. Le trajet jusqu'à son appartement fut pour Jeanne comme un rêve éveillé. Les rues matinales de Montréal s'animaient progressivement, remplies de gens ordinaires vaquant à leurs occupations quotidiennes, ignorant totalement l'expérience extraordinaire qu'elle venait de vivre. Cette déconnexion entre son monde intérieur bouleversé et la banalité du quotidien qui l'entourait lui donnait l'impression d'évoluer dans une réalité parallèle. En arrivant chez elle, elle fut accueillie par les miaulements impatients d'Edgar. Son Maine Coon, visiblement mécontent de cette absence prolongée, exprimait son mécontentement avec une éloquence toute féline. « Je sais, je suis impardonnable », murmura Jeanne en se penchant pour caresser son compagnon à quatre pattes. « Si tu savais la nuit que je viens de passer. » Edgar, fidèle à la dignité de son espèce, accepta ses excuses avec une condescendance magnanime avant de la guider impérieusement vers sa gamelle vide. Jeanne sourit, frappée par le contraste entre ce félin domestique aux exigences bourgeoises et la mère lynx sauvage qu'elle venait de quitter. Deux mondes si proches et pourtant séparés par un abîme d'instincts et d'histoires évolutives. Après avoir nourri Edgar, elle se traîna jusqu'à sa salle de bain, laissant tomber ses vêtements imprégnés des odeurs de l'hôpital et de cette nuit incroyable. Sous la douche brûlante, elle sentit enfin la tension quitter ses muscles, remplacée par une fatigue écrasante. Les images des dernières heures défilaient derrière ses paupières closes, les yeux ambrés de lionne, les minuscules corps frémissant des chatons, l'intensité de Marc observant le miracle de la vie sauvage. Marc. Son nom s'attarda dans ses pensées plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru possible. Il y avait quelque chose chez ce vétérinaire, une sensibilité, une profondeur, qui résonnait en elle d'une façon qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. Était-ce simplement le résultat de cette expérience partagée, cette intimité forcée par les circonstances, ou quelque chose de plus profond? Secouant la tête pour chasser ses pensées, elle sortit de la douche et enfila un pyjama confortable. Il était presque 10 heures du matin, et malgré l'heure inhabituelle, son corps réclamait impérieusement le sommeil. Elle se glissa entre ses draps frais, Edgar venant immédiatement se lever contre elle dans un ronronnement réconfortant. « Toi aussi, tu es un félin », murmura-t-elle en s'endormant. « Je me demande ce que tu penserais de Lionne. » Son sommeil fut peuplé de rêves étranges où des lynx aux yeux humains l'appelaient dans une langue qu'elle comprenait presque, tandis qu'elle courait dans une forêt qui se transformait progressivement en couloir d'hôpital carrelé de blanc. Lorsqu'elle se réveilla, le soleil déclinait déjà, projetant des ombres orangées sur les murs de sa chambre. Un coup d'œil à son réveil lui indiqua qu'il était presque 17 heures. Elle avait dormi plus de 7 heures d'affilée. Edgar avait disparu, probablement parti vaquer à ses mystérieuses occupations félines. Émergeant lentement des brumes du sommeil, elle tendit la main vers son téléphone posé sur la table de nuit et fut surprise de constater qu'elle avait reçu une dizaine d'appels manqués et presque le double de messages. La plupart provenaient de collègues, de quelques amis et même de sa mère qui vivait pourtant à Québec. Tous semblaient faire référence à la même chose, des lynx et un hôpital. Intriguée, elle ouvrit son navigateur Internet et fut stupéfaite de découvrir que l'histoire avait fait le tour des médias. Une sage-femme aide une lynx à mettre bas dans un hôpital montréalais, titrait Le Devoir. Miracle à Sainte-Marie, quand la faune sauvage choisit la médecine humaine, annonçait la presse. Il y avait même un article en anglais du Montréal Gazette. Wildcat choose hospital bathroom as maternity ward. Plusieurs articles mentionnaient son nom, la qualifiant de héroïne improbable ou de sage-femme des deux mondes,
Certains contenaient même la photo qui avait fuité, un cliché flou mais reconnaissable de Lionne recroquevillée dans les toilettes, ses yeux brillants reflétant la lumière du flash. Jeanne ferma les yeux un instant, submergée par cette soudaine notoriété. Elle n'avait jamais recherché les projecteurs, préférant l'intimité précieuse de la salle d'accouchement au discours public. L'idée que son expérience privée, presque sacrée, avec Lionne soit ainsi exposée aux yeux du monde lui causait un malaise indéfinissable. Son téléphone vibra à nouveau, affichant cette fois un numéro inconnu. Hésitant un instant, elle décrocha finalement. « Madame Moreau, c'est Marc Tessier. » La voix du vétérinaire provoqua chez elle un frisson de plaisir qu'elle tenta d'ignorer. « Marc, comment avez-vous eu mon numéro ?»« Par l'hôpital, » admit-il. « J'espère que ça ne vous dérange pas. Je voulais prendre de vos nouvelles et vous tenir informé concernant notre famille de félins. » Notre famille. L'expression la toucha plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Ils vont bien? Le voyage s'est bien passé ?»« Parfaitement, » la rassura-t-il. Lionne s'est réveillée peu après l'arrivée au centre et s'est immédiatement occupée de ses petits. Catherine a fait installer une webcam dans leur enclos pour les surveiller sans présence humaine. Les 3 chatons têtent vigoureusement et Hardy a déjà tenté 2 évasions. Jeanne rit, imaginant parfaitement le petit téméraire en action. Ça ne m'étonne pas de lui. Un silence confortable s'installa avant que Marc ne reprenne. « Avez-vous vu les nouvelles ?» L'histoire a pris une ampleur inattendue. « Je viens de découvrir ça, » confirma-t-elle. « C'est un peu perturbant. Je n'ai jamais cherché ce genre d'attention. »« Je comprends, » dit-il doucement. Catherine essaie de canaliser l'intérêt médiatique vers la conservation du lynx plutôt que vers le côté sensationnel de l'histoire. Elle a organisé une conférence de presse pour demain matin au centre. Jeanne hésita. « Je ne sais pas si je devrais y assister. Je ne suis pas à l'aise avec les caméras et les journalistes. »« Personne ne vous y oblige, » la rassura Marc. « Mais votre présence donnerait du poids au message de conservation. Et puis... » Sa voix se fit plus hésitante. Ce serait une occasion de revoir Lionne et ses petits. C'était un argument de poids, et ils le savaient tous les deux. L'envie de revoir la famille de Lynx était presque physique, comme un besoin impérieux. « Je vais y réfléchir, » promit-elle. « Quand exactement a lieu cette conférence ?»« Demain à 10 heures. Je peux passer vous prendre si vous le souhaitez. » Cette proposition, formulée avec une décontraction étudiée, contenait plus qu'une simple offre de transport. Jeanne le sentait, tout comme elle percevait sa propre réaction, un mélange d'anticipation et d'appréhension qui lui rappelait ses années d'adolescence. « Ce serait gentil, » accepta-t-elle, surprise par sa propre audace. « Je vous enverrai mon adresse par message. » Après avoir raccroché, elle resta un moment immobile, son téléphone encore dans la main, réfléchissant à ce qui venait de se passer. À presque 50 ans, elle se surprenait à ressentir des émotions qu'elle croyait depuis longtemps éteintes. Était-ce l'effet de cette nuit extraordinaire, ou y avait-il vraiment quelque chose de spécial entre Marc et elle? Edgar choisit ce moment pour réapparaître, sautant souplement sur le lit et la fixant de ses yeux verts inquisiteurs, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ne me regarde pas comme ça, » lui dit-elle. « Ce n'est qu'un trajet en voiture pour voir des lynx. » Le chat cligna lentement des yeux, dans ce geste que les propriétaires de félins savent être l'équivalent d'un sourire sceptique. Le reste de la soirée passa rapidement. Jeanne prépara un repas léger, répondit aux messages les plus urgents et choisit soigneusement sa tenue pour le lendemain. Quelque chose de professionnel mais pas trop formel puisqu'elle risquait d'être filmée. L'idée la mettait toujours mal à l'aise, mais la perspective de revoir Lionne et ses chatons éclipsait cette appréhension. Avant de se coucher, elle reçut un dernier message, une photo envoyée par Catherine montrant Lionne allongée dans son nouvel habitat, ses 3 chatons blottis contre elle. La légende disait simplement « Ils vous attendent ». Ce matin-là, Jeanne se réveilla avant même que son réveil ne sonne,
une nervosité inhabituelle lui nouant l'estomac. Elle qui faisait habituellement preuve d'un calme à toute épreuve face aux situations médicales les plus stressantes, se retrouvait agitée à la perspective de cette conférence de presse et, elle devait bien se l'avouer, de revoir Marc. Se réprimandant intérieurement pour ses préoccupations adolescentes, elle s'habilla avec soin. Un tailleur pantalon bleu marine, suffisamment professionnel pour l'occasion sans être trop austère, et une légère touche de maquillage pour masquer les traces de fatigue persistante. Ses cheveux auburn, habituellement tirés en chignon serré pour le travail, furent laissés libres, encadrant son visage de boucles souples. À 9h15 précise, la sonnette de son appartement retentit. Jeanne sursauta presque, bien qu'elle attendait cette visite. Un dernier coup d'œil au miroir, une caresse rapide à Edgar qui l'observait depuis le canapé, et elle ouvrit la porte. Marc se tenait sur le palier, vêtu d'une chemise bleu ciel sous un blazer sombre, ses cheveux légèrement humides comme s'il sortait de la douche. Il tenait à la main un petit bouquet de fleurs sauvages, rien d'extravagant, juste quelques tiges cueillies avec goût. « Bonjour », dit-il avec un sourire qui creusa des fossettes dans sa barbe grisonnante. « J'espère que ce n'est pas trop. Enfin, je passais devant un fleuriste et j'ai pensé... » « Elles sont magnifiques », le rassura Jeanne en acceptant le bouquet, touchée par cette attention. « Entrez un instant, le temps que je les mette dans l'eau. » Tandis qu'elle s'affairait dans la cuisine, Marc resta dans l'entrée, observant discrètement l'appartement. C'était un espace lumineux et chaleureux, aux murs couverts de livres et de quelques photographies, principalement des paysages, nota-t-il, plutôt que des portraits de famille. Edgar apparut soudain, évaluant le visiteur avec une curiosité méfiante. « Et qui avons-nous là ?» demanda Marc, en s'accroupissant pour tendre la main vers le félin. « C'est Edgar, mon colocataire, » répondit Jeanne depuis la cuisine. « Il est habituellement assez réservé avec les étrangers. » Comme pour la contredire, le Maine Coon s'approcha et frotta sa tête contre les doigts tendus de Marc, émettant un ronronnement sonore. « Traître !» plaisanta Jeanne en revenant. « D'habitude, il met des semaines à accepter les gens. » Marc sourit, caressant le chat avec l'aisance d'un homme habitué aux animaux. « Nous partageons peut-être une affinité féline, prête à partir ?» Le trajet jusqu'au centre de conservation des Laurentides prit effectivement près d'1 heure, mais le temps sembla s'écouler bien plus rapidement. La conversation entre eux coulait avec une facilité surprenante, alternant entre discussions professionnelles et confidences plus personnelles. Marc lui parla de son divorce 10 ans plus tôt, de son fils unique qui étudiait maintenant la biologie marine à Vancouver. Jeanne évoqua ses voyages, sa passion pour la photographie de nature, son rêve ancien de travailler à l'international. « Je n'ai jamais franchi le pas », admit-elle, alors qu'il quittait l'autoroute pour s'engager sur une route forestière. « Il y a toujours eu une raison de rester. Mes parents vieillissant, mon travail à l'hôpital. »« Il n'est jamais trop tard, » observa Marc. « Certaines portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Regardez-nous, hier encore, nous étions des étrangers, et aujourd'hui... » Il laissa sa phrase en suspens, mais Jeanne comprit parfaitement ce qu'il voulait dire. Quelque chose d'inhabituel s'était créé entre eux, un pont jeté par l'expérience partagée de cette naissance extraordinaire. Le centre de conservation apparut finalement au détour d'un virage. C'était un ensemble de bâtiments modernes, parfaitement intégrés dans leur environnement forestier, avec de vastes enclos naturels s'étendant derrière les structures principales. Le parking visiteur était exceptionnellement rempli, plusieurs camionnettes arborant des logos de chaînes de télévision témoignant de l'intérêt médiatique suscité par l'événement. « Ne vous inquiétez pas », la rassura Marc en remarquant son expression tendue. « Catherine a tout organisé pour que la conférence reste digne et respectueuse, et vous n'êtes pas obligé de parler si vous ne le souhaitez pas. » À peine eurent-ils franchi l'entrée du centre qu'une jeune femme en uniforme du service de la faune vint à leur rencontre. « Docteur Tessier, Madame Moreau,
Je suis Sophie, l'assistante du docteur Tremblay. Elle vous attend dans son bureau avant la conférence. Si vous voulez bien me suivre. » Elle les guida à travers le bâtiment principal, un espace lumineux aux murs ornés de photographies d'animaux sauvages et de panneaux éducatifs sur la faune québécoise. Plusieurs employés s'arrêtèrent pour les observer avec curiosité, certains murmurant sur leur passage. Jeanne se sentit rougir sous cette attention inattendue. Catherine les accueillit chaleureusement dans son bureau, un espace fonctionnel dominé par une grande baie vitrée donnant sur la forêt. « Je suis tellement heureuse que vous ayez pu venir, » dit-elle en serrant la main de Jeanne. « Votre présence donnera une dimension humaine précieuse à notre message de conservation. »« Comment vont Lyon et les petits ?» demanda immédiatement Jeanne, incapable de contenir sa curiosité plus longtemps. Catherine sourit, comprenant cette impatience. « Ils se portent admirablement bien. Lyon s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement et les chatons sont vifs et alertes, particulièrement Hardy, qui nous donne du fil à retordre. » Elle se tourna vers son ordinateur et fit quelques manipulations, faisant apparaître sur l'écran l'image en direct de l'enclos spécial. Jeanne se pencha avidement, scrutant la vidéo. L'habitat recréait un environnement forestier naturel, avec des rochers, des troncs d'arbres et une petite structure ressemblant à une tanière. Lyon était visible, allongé près de l'entrée de cet abri, ses 3 chatons tétant vigoureusement. « Elle est magnifique », murmura Jeanne, émue de revoir la lynx dans un environnement plus adapté à sa nature. « Nous avons mis en place un protocole spécial pour elle », expliqua Catherine. « Habituellement, nous minimisons le contact humain avec les animaux destinés à être relâchés, mais compte tenu de son comportement lors de la mise bas, nous réévaluons son cas. Elle pourrait devenir ce que nous appelons un animal ambassadeur, un individu qui, pour diverses raisons, reste en captivité et aide à sensibiliser le public à la conservation de son espèce. »« Et les chatons ?» demanda Marc. « Quel serait leur avenir dans ce scénario ?»« Cela dépendra de leur développement, » répondit Catherine. « Hardy montre déjà des signes d'indépendance typiques d'un lynx sauvage, tandis qu'Espérance semble plus, comment dire, réceptive à la présence humaine. Vaillant se situe quelque part entre les deux. » Elle consulta sa montre. « La conférence commence dans 20 minutes. Avant cela, souhaiteriez-vous voir Lyon et ses petits en personne? J'ai fait préparer une salle d'observation adjacente à leur enclos. » Le visage de Jeanne s'illumina à cette proposition. Ce serait merveilleux. Catherine les guida à travers un couloir réservé au personnel, jusqu'à une petite salle équipée d'une grande vitre sans teint donnant sur l'enclos des lynx. D'ici, ils pouvaient observer les animaux sans être vus, évitant ainsi de perturber leur comportement naturel. Lyon était maintenant debout, s'étirant langoureusement au soleil qui filtrait à travers les arbres de l'enclos. Ses mouvements gracieux témoignaient d'une force et d'une agilité impressionnantes, contrastant avec l'état d'épuisement dans lequel Jeanne l'avait vu la dernière fois. Ces 3 chatons jouaient non loin, se poursuivant maladroitement de leurs pattes encore peu assurées. « Elle est complètement remise », observa Jeanne avec émerveillement. « Les félins sauvages ont une capacité de récupération remarquable », confirma Catherine, particulièrement après une mise bas. La nature ne leur laisse pas le luxe de la convalescence. Ils restèrent là, silencieux, observant cette famille extraordinaire qui avait bouleversé leur vie en l'espace d'une journée. Jeanne sentit la main de Marc effleurer discrètement la sienne, un contact bref mais délibéré qui envoya une onde de chaleur dans son bras. Elle ne retira pas sa main, savourant cette connexion simple mais significative. Trop vite à son goût, Catherine annonça qu'il était temps de se diriger vers la salle de conférence. Jetant un dernier regard à Lyon et ses petits, Jeanne suivit la biologiste, son appréhension concernant les médias revenant en force. La salle de conférence était remplie de journalistes, caméras et microphones prêts à capturer chaque mot.
Un podium avait été installé devant un grand écran, actuellement orné du logo du service de la faune du Québec et d'une photo professionnelle de lynx dans son habitat naturel. Catherine leur indiqua des sièges au premier rang juste à côté du podium. Je ferai une présentation générale sur le programme de conservation du lynx, puis j'expliquerai brièvement les circonstances exceptionnelles de cette naissance. Si vous vous sentez à l'aise, j'aimerais vous inviter à dire quelques mots ensuite, mais rien ne vous y oblige. Jeanne hocha la tête, le cœur battant. Marc lui adressa un sourire encourageant, sa présence stable à ses côtés agissant comme un ancrage dans ce contexte intimidant. La conférence débuta précisément à 10 heures. Catherine prit la parole avec l'aisance d'une professionnelle habituée aux médias, présentant d'abord des faits sur le lynx roux au Québec, son habitat, ses comportements, les menaces pesant sur sa population et les efforts de conservation en cours. L'histoire qui nous réunit aujourd'hui est exceptionnelle à bien des égards, poursuivit-elle, faisant apparaître sur l'écran une photo de Lionne et ses chatons dans leur nouvel habitat. Une femelle lynx, suivie dans le cadre de notre programme de réintroduction, a choisi, contre toute attente, un environnement humain pour mettre au monde ses petits. Catherine expliqua en détail les circonstances de la découverte de Lionne dans les toilettes de l'hôpital, son état avancé de travail et l'intervention extraordinaire de l'équipe improvisée qui avait permis aux 3 chatons de naître en toute sécurité. Cet événement, aussi inhabituel soit-il, nous offre une opportunité précieuse d'attirer l'attention sur les défis que rencontrent les espèces sauvages dans nos environnements de plus en plus urbanisés, poursuivit-elle. Le comportement de Lionne pose des questions fascinantes sur l'interface entre monde sauvage et monde humain, sur les adaptations possibles face à la pression de l'urbanisation et sur notre responsabilité envers ces espèces dont les territoires ne cessent de se réduire. Elle marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous 2 des personnes qui ont vécu cette expérience extraordinaire. Le docteur Marc Tessier, vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, et Madame Jeanne Moreau, sage-femme à l'hôpital Sainte-Marie, qui a utilisé son expertise en obstétrique humaine pour sauver un des chatons en difficulté. Jeanne sentit tous les regards se tourner vers elle, et une chaleur familière envahit ses joues. Catherine se tourna dans sa direction avec un sourire encourageant. « Madame Moreau, accepteriez-vous de partager votre expérience avec nous ?» Une panique momentanée saisit Jeanne à l'idée de se lever devant toutes ces caméras. Mais le contact discret de la main de Marc sur son bras lui donna le courage nécessaire. Lentement, elle se leva et s'approcha du podium, le cœur battant. Face à tous ces visages attentifs, ces objectifs braqués sur elle, elle eut un instant de doute. Puis, son regard croisa celui de Catherine, et elle pensa à Lionne, à sa vulnérabilité et à son courage. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je suis sage-femme depuis plus de 20 ans. » dit-elle d'une voix d'abord hésitante qui se raffermit progressivement. J'ai aidé des centaines de femmes à mettre leurs enfants au monde. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé assister un jour à la naissance de lynx. Un léger rire parcourut l'assemblée, détendant l'atmosphère. Quand j'ai découvert Lionne dans ses toilettes, ma première réaction a été la stupeur, bien sûr. Mais très vite, mon instinct professionnel a pris le dessus. Devant moi, il n'y avait pas un animal sauvage potentiellement dangereux, mais une mère en détresse, sur le point de donner la vie dans des conditions loin d'être idéales. Elle raconta alors, avec des mots simples mais évocateurs, cette nuit extraordinaire, l'accouchement, les difficultés avec le 2e chaton, le moment où elle avait dû intervenir manuellement malgré le danger potentiel, et enfin la joie profonde de voir les 3 petits en bonne santé. Ce qui m'a le plus frappé, poursuivit-elle, c'est la confiance que Lionne nous a témoignée. Contre toute logique, contre tous ses instincts,
Elle a accepté notre aide dans ce moment de vulnérabilité extrême. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a là une leçon pour nous tous. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Nous parlons souvent de la frontière entre humanité et monde sauvage comme d'une ligne infranchissable. Cette nuit-là, cette frontière s'est momentanément effacée. Pendant quelques heures, nous n'étions plus des espèces distinctes avec des intérêts divergents, mais simplement des êtres vivants partageant un moment sacré, celui de l'arrivée d'une nouvelle vie. Un silence respectueux accueillit ces paroles. Jeanne, surprise par sa propre éloquence, conclut simplement « Si cette expérience exceptionnelle peut contribuer à sensibiliser le public à la beauté et à la fragilité de notre faune sauvage, alors je serais heureuse d'avoir pu y participer, même par le plus grand des hasards. » Les applaudissements qui suivirent la prirent par surprise. Elle regagna sa place, les jambes légèrement tremblantes, accueillie par le regard admiratif de Marc. « C'était parfait », murmura-t-il, tandis que Catherine reprenait la parole pour présenter les projets futurs du centre concernant Lyon et ses petits. La conférence se poursuivit avec une séance de questions-réponses. Plusieurs journalistes s'intéressèrent aux aspects techniques de l'accouchement, à la santé actuelle des chatons, aux plans pour leur réintroduction éventuelle dans la nature. D'autres posèrent des questions plus larges sur la conservation du lynx au Québec et les efforts pour préserver son habitat. Lorsqu'un journaliste demanda à Jeanne si cette expérience avait changé sa vision de son métier, elle répondit avec une sincérité qui toucha l'Assemblée. « Ma profession consiste à accompagner la vie qui naît, quelle que soit sa forme. Ce que j'ai appris avec Lyon, c'est que les principes fondamentaux restent les mêmes, respect, patience et humilité face au miracle de la naissance. La seule différence, c'est que ma patiente avait des griffes et des crocs. » Cette remarque déclencha des rires chaleureux qui détendirent définitivement l'atmosphère. Après la conférence, plusieurs journalistes tentèrent d'obtenir des interviews individuelles, mais Catherine intervint avec fermeté, rappelant que la priorité restait le bien-être des animaux et que trop d'agitation humaine pourrait perturber Lyon et ses petits. « Nous organiserons des visites guidées limitées dans les semaines à venir, » promit-elle. Pour l'instant, la famille a besoin de calme et d'intimité. De retour dans le bureau de Catherine, Jeanne se laissa tomber dans un fauteuil, épuisée mais étrangement exaltée par cette expérience. « Vous avez été remarquable », la félicita Catherine. « Votre témoignage était exactement ce dont nous avions besoin, authentique, émouvant et parfaitement aligné avec notre message de conservation. »« Je n'ai fait que dire ce que je ressentais », répondit modestement Jeanne. « C'est précisément ce qui en faisait la valeur, » intervint Marc. « Les gens peuvent sentir quand quelqu'un parle avec le cœur. » Catherine consulta rapidement ses messages sur son téléphone. « Eh bien, l'impact est déjà visible. Les dons pour notre programme de conservation ont triplé depuis ce matin et plusieurs écoles ont demandé des visites éducatives. » Elle leva les yeux vers Jeanne, une idée semblant germer dans son esprit. « Cela me fait penser, nous cherchons à développer un nouveau programme éducatif centré sur les soins maternels chez les espèces sauvages. Votre perspective de sage-femme serait incroyablement précieuse. Seriez-vous intéressé par une collaboration occasionnelle ?» Jeanne cligna des yeux, prise au dépourvu par cette proposition inattendue. « Moi ? Mais je n'ai aucune expertise en faune sauvage. »« Au contraire, » objecta Catherine, « vous avez démontré une compréhension intuitive des besoins fondamentaux d'une mère, quelle que soit son espèce. Cette perspective transversale est exactement ce que nous recherchons. » Marc observait Jeanne, curieux de sa réaction. Il la vit hésiter, puis une lueur nouvelle apparut dans son regard, celle d'une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée. « Ce serait intéressant, » admit-elle lentement. « J'ai toujours été fasciné par les comparaisons entre les comportements humains et animaux autour de la naissance. Mais comment cela fonctionnerait-il concrètement ? Nous pourrions commencer par quelques conférences conjointes, » suggéra Catherine. « Peut-être un article pour notre publication scientifique.
Et bien sûr, vous auriez un accès privilégié à Lyon et ses petits pour vos observations. Cette dernière proposition fit mouche. Jeanne ne put le cacher. L'idée de pouvoir suivre régulièrement l'évolution de cette famille qui l'avait tant marquée était terriblement séduisante. « Je devrais en discuter avec mon chef de service, dit-elle, voir comment je pourrais aménager mon temps. »« Bien sûr, réfléchissez-y, » répondit Catherine sans insister davantage. « En attendant, que diriez-vous d'une visite plus approfondie du centre? Nous avons plusieurs autres espèces en réhabilitation qui pourraient vous intéresser. » La visite qui suivit fut fascinante. Catherine les guida à travers les différentes installations, leur présentant des renards en convalescence après des accidents de la route, de jeunes coyotes orphelins, et même un jeune orignal recueilli après la mort de sa mère. À chaque enclos, Jeanne était frappée par le soin apporté à recréer un environnement naturel et à minimiser le contact humain. C'était un équilibre délicat, expliqua Catherine, entre les soins nécessaires et la préservation des instincts sauvages essentiels à la survie future de ces animaux. Notre objectif ultime est toujours la réintroduction, insista-t-elle. Nous ne gardons en captivité permanente que les animaux qui ne pourraient pas survivre dans la nature. La visite s'acheva par un retour à l'enclos de Lyon et ses petits. Cette fois, Catherine leur proposa d'entrer dans l'espace d'observation intérieure, une petite zone sécurisée qui permettait d'être plus proche des animaux tout en restant séparés par une vitre. Normalement, nous limitons strictement les visites pour éviter de perturber les animaux, expliqua-t-elle. Mais vous deux, vous faites partie de l'histoire de cette famille. Assise sur un banc près de la vitre, Jeanne observa en silence le tableau qui s'offrait à elle. Lyon somnolait paisiblement au soleil tandis que ses chatons exploraient maladroitement leur environnement. Hardy, fidèle à sa réputation, tentait d'escalader un petit rocher, tandis que Vaillant observait attentivement un papillon qui s'était aventuré dans l'enclos. Espérance, la plus petite, restait plus proche de sa mère, mais montrait déjà une curiosité tranquille pour les feuilles que la brise faisait danser. « Ils grandissent si vite, » murmura Catherine. « Dans quelques semaines, ils commenceront à s'intéresser à la viande. C'est à ce moment que nous introduirons des techniques de chasse adaptées à leur développement. » « Comment faites-vous cela sans intervention humaine directe ?» demanda Jeanne, intriguée. « Nous utilisons des systèmes mécanisés qui simulent le mouvement de petites proies, » expliqua la biologiste. « Et nous dissimulons parfois de la nourriture dans l'enclos pour stimuler leur instinct de recherche. C'est fascinant de voir comment ces comportements innés émergent, même sans l'exemple d'un adulte. » Marc, qui était resté silencieux pendant un moment, se tourna vers Catherine. « Et pour Lyon, avez-vous pris une décision concernant son avenir ?» La biologiste hésita. « Nous sommes encore en discussion. Son comportement lors de la mise bas suggère qu'elle a développé une association positive avec les humains, ce qui pourrait compromettre ses chances de survie dans la nature. Mais en même temps, c'est une adulte qui a déjà vécu à l'état sauvage. Elle pourrait rester ici, comme ambassadrice, suggéra Jeanne, incapable de dissimuler sa préférence. Catherine sourit, comprenant ce qui motivait cette suggestion. C'est une possibilité que nous envisageons sérieusement. Sa médiatisation en fait déjà une représentante idéale pour sensibiliser le public à la conservation du lynx. La discussion fut interrompue par un mouvement soudain de Lyon. La lynx s'était redressée, ses oreilles pointées vers l'avant, fixant intensément la vitre derrière laquelle il se tenait. « Elle nous a repérés ?» s'étonna Jeanne. « Elle nous sent probablement, » expliqua Marc. « Son odorat est bien plus développé que le nôtre. » À leur grande surprise, Lyon se leva et s'approcha lentement de la vitre, ses chatons la suivant avec curiosité. Arrivée à quelques mètres de la séparation, elle s'arrêta, humant l'air avec attention. « C'est inhabituel, » murmura Catherine. «
Généralement, elle évite cette zone quand des humains s'y trouvent. Jeanne, mue par une impulsion irrésistible, s'approcha doucement de la vitre, s'accroupissant pour se mettre au niveau du regard de Lionne. Le félin sauvage la fixa de ses yeux ambrés, une intelligence insondable brillant dans son regard. Pendant un long moment, elles restèrent ainsi, séparées par le verre, mais connectées par quelque chose qui transcendait cette barrière physique. « Elle vous reconnaît », affirma Marc, son ton révélant un émerveillement sincère. « C'est extraordinaire. » Catherine, qui observait la scène avec un intérêt professionnel évident, hocha lentement la tête. Les félins sauvages ont une excellente mémoire, surtout pour les expériences significatives. Votre présence lors de la naissance de ces petits a clairement laissé une impression durable. Comme pour confirmer cette hypothèse, Lionne s'assit tranquillement, sa queue balayant doucement le sol dans un geste qui n'avait rien de menaçant. Les chatons, enhardis par l'attitude détendue de leur mère, s'approchèrent davantage, leur curiosité naturelle prenant le dessus sur la prudence instinctive. C'est Hardy qui, fidèle à son caractère, vint le plus près, posant une patte minuscule contre la vitre, exactement à l'endroit où la main de Jeanne reposait de l'autre côté. Ce geste simple, probablement dénué de toute signification pour le chaton, provoqua chez Jeanne une émotion si intense qu'elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je crois qu'il est temps pour nous de les laisser tranquilles », dit doucement Catherine après quelques minutes de ce contact silencieux. Trop de présence humaine pourrait perturber leur routine. Jeanne acquiesça, comprenant la nécessité de cette distance, mais ressentant tout de même un pincement au cœur en se détournant de la famille de lynx. Alors qu'ils quittaient l'espace d'observation, elle jeta un dernier regard en arrière. Lionne était toujours assise, ses yeux fixés sur elle, impassible et pourtant intensément présente. De retour dans le bâtiment principal, Catherine leur offrit un café avant leur départ. Tandis qu'ils étaient assis dans la petite cafétéria du centre, la biologiste revint sur sa proposition. « J'étais sérieuse concernant cette collaboration, Jeanne. Votre perspective unique serait vraiment précieuse pour notre programme éducatif. » Jeanne regarda par la fenêtre, où l'on pouvait apercevoir au loin les vastes forêts des Laurentides. Quelque chose avait changé en elle depuis cette rencontre improbable avec Lionne. Une porte s'était ouverte vers des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. « J'aimerais beaucoup participer, » dit-elle finalement. « Peut-être pourrais-je commencer par des visites régulières pour observer et documenter le développement des chatons. Cela pourrait être la base d'une étude comparative avec le développement humain. » Le visage de Catherine s'illumina. « Ce serait parfait. Nous pourrions mettre en place un protocole d'observation qui minimiserait l'impact sur les animaux tout en vous permettant de recueillir des données significatives. » Marc, qui était resté silencieux pendant cet échange, sourit à Jeanne. « Il semble que votre carrière prenne un tournant inattendu. » « La vie est pleine de surprises, » répondit-elle, lui rendant son sourire. « Il y a 2 jours, j'étais une sage-femme ordinaire qui terminait sa garde. Aujourd'hui, je m'apprête à étudier le comportement maternel des lynx. Le trajet du retour vers Montréal fut empreint d'une atmosphère différente, plus légère, plus complice, comme si une nouvelle dimension s'était ajoutée à leur relation naissante. Ils parlèrent de leur projet, Jeanne évoquant ses idées pour l'étude qu'elle souhaitait mener, Marc partageant son expérience de la recherche comportementale. Lorsqu'ils arrivèrent devant son immeuble, Jeanne hésita un instant avant de descendre de voiture. « Merci pour cette journée, » dit-elle simplement, « pour tout. » Marc la regarda longuement, comme s'il cherchait les mots justes. Je me demandais, accepteriez-vous de dîner avec moi un de ces soirs? Pas pour parler de lynx ou de travail, juste pour continuer à faire connaissance. Jeanne sentit une chaleur familière envahir ses joues, mais cette fois, elle l'accueillit sans embarras. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle sincèrement. Dans les mois qui suivirent,
la vie de Jeanne se transforma de façon subtile mais profonde. Elle continuait d'exercer comme sage-femme à l'hôpital, mais consacrait désormais 2 jours par semaine au centre de conservation où elle observait méticuleusement le développement de Hardy, Vaillant et Espérance. Ses notes détaillées, enrichies par sa connaissance unique du développement humain, commencèrent à attirer l'attention de la communauté scientifique. Lyon avait finalement été désignée comme ambassadrice permanente du programme de conservation du lynx, une décision que Jeanne avait accueillie avec un soulagement à peine dissimulé. Les chatons, quant à eux, suivaient des trajectoires distinctes qui confirmaient les premières observations. Hardy montrait tous les signes d'un lynx parfaitement sauvage, destiné à une réintroduction complète dans la nature. Vaillant se situait dans un entre-deux capable de s'adapter aux 2 mondes. Espérance, elle, manifestait une curiosité particulière pour les activités humaines, observant avec attention les soigneurs et les chercheurs, sans pour autant perdre ses instincts de chasse. Sa relation avec Marc avait évolué à son propre rythme, naturellement, sans précipitation. Ils partageaient maintenant régulièrement leurs soirées, leurs week-ends, découvrant avec délice leurs points communs et leurs différences. Edgar, le Maine Coon de Jeanne, avait pleinement adopté Marc, le considérant désormais comme un membre à part entière de son territoire. Un soir de printemps, alors qu'ils observaient ensemble les étoiles depuis la terrasse du chalet de Marc dans les Laurentides, Jeanne repensa à cette nuit extraordinaire qui avait tout déclenché. « Je me demande parfois si Lyon savait ce qu'elle faisait, » dit-elle doucement, en choisissant cet hôpital, ces toilettes précisément, comme si elle avait consciemment cherché de l'aide. Marc considéra cette idée. Les animaux sauvages ont des intelligences différentes de la nôtre, mais tout aussi valables. Peut-être a-t-elle suivi un instinct plus profond que nous ne pouvons comprendre. Jeanne sourit dans l'obscurité. Ou peut-être était-ce simplement le destin qui nous a réunis, tous autant que nous sommes. Elle sentit la main de Marc prendre la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Au-dessus d'eux, la voûte étoilée déployait son mystère infini, rappelant que dans ce vaste univers, les frontières que nous traçons entre les espèces, entre sauvages et domestiques, entre nature et civilisation, sont peut-être bien plus poreuses que nous ne le pensons. Quelque part dans la forêt environnante, un lynx poussa son cri nocturne, un rappel du monde sauvage qui existait parallèlement au leur. Jeanne sourit, reconnaissante pour ce pont improbable entre ces 2 univers, pour cette nuit extraordinaire où une lynx enceinte avait choisi de faire confiance à l'humanité, et pour toutes les portes que cette rencontre avait ouvertes dans sa vie.